Bonjour à tous. À suivre ce matin l'audition de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a répondu hier aux questions des sénateurs de la Commission des lois sur la lutte contre le terrorisme. Les sénateurs avaient en tête lors de leurs questions un certain nombre d'affaires récentes, l'affaire Mohamed Merah ou encore l'affaire Mehdi Nemmouche, auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Face à eux, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a défendu sa stratégie en matière d'antiterrorisme et expliqué sa stratégie. Il a notamment confirmé que de nombreux terroristes ont commencé par la délinquance, ce qui soulève le problème de la radicalisation en prison. Il a également dénoncé le pouvoir des réseaux sociaux et d'Internet, capable, je cite, d'une véritable manipulation sectaire. Tout de suite, retour à cette audition qui s'est déroulée hier après-midi au Sénat. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, je tiens à vous remercier très sincèrement au nom de tous mes collègues, d'une part de la Commission des lois et aussi des sénateurs nombreux de toutes les commissions qui ont bien voulu nous rejoindre pour votre audition. Celle-ci, vous le voyez, a suscité un réel intérêt. Et cet intérêt, il est lié naturellement à l'actualité qui est la nôtre. Nous avons tous en mémoire l'horrible attentat, quand on dit horrible, de toute façon tous les attentats sont horribles, mais l'attentat antisémite de Bruxelles, que ce soit l'occasion pour nous tous de dire notre solidarité à toutes celles et tous ceux qui souffrent de ce fléau qu'est l'antisémitisme, toutes les formes de racisme. Et nous savons, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous êtes à cet égard d'une grande vigilance. Vous avez présenté une communication au Conseil des ministres il y a plusieurs semaines pour présenter des dispositions contre l'essor du djihadisme dans notre pays et par rapport à nos concitoyens qui sont malheureusement entraînés par ces mouvements. Nous pensons naturellement aux jeunes et à tous les autres. Nous pensons aux victimes. Le président de la République a rappelé récemment qu'il y avait eu 30 Français tués dans la période récente en Syrie suite à leur entraînement dans ces mouvements. Nous voudrions vous demander si vous voulez bien, dans un premier temps, nous présenter le plan que vous avez conçu. D'autre part, vous le savez, Monsieur le Premier ministre s'est exprimé au Sénat jeudi dernier suite à une question, à des questions que plusieurs collègues et moi-même avions posées lors de la séance des questions d'actualité, et a indiqué qu'il réfléchissait à un dispositif législatif plus resserré, peut-être efficace, qui permettrait de prévenir ces fléaux et ces mouvements. Toutefois, nous sommes très attentifs, naturellement, à la nature de telles dispositions, parce qu'on voit très bien qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre et dans le cadre de notre système de droit auquel nous tenons. J'arrête ce propos introductif en disant que nous tenons évidemment au respect de la vie privée, au respect des données personnelles, mais nous tenons tout autant à ce qu'on lutte efficacement contre le terrorisme. Et lutter efficacement contre le terrorisme suppose des mesures particulières qui soient efficaces et qui visent à protéger notre société. Donc, Monsieur le ministre, je vous propose de faire votre exposé introductif, si vous le voulez bien, puis nos collègues pourront ensuite s'exprimer. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à vous remercier très chaleureusement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour votre invitation à venir m'exprimer devant vous sur un sujet qui est extrêmement grave puisqu'il touche à la sécurité de notre pays et de nos concitoyens. Le terrorisme est une menace qui concerne absolument tous les Français et dont chaque responsable politique mesure l'importance.
C'est pourquoi je vous suis extrêmement reconnaissant de m'offrir l'occasion d'apporter à tous les membres de votre commission un éclairage que je souhaite le plus complet possible sur la politique que le gouvernement a engagée afin de lutter contre ce fléau. Et je me réjouis, Monsieur le Président, qu'il y ait d'autres sénateurs que les sénateurs membres de la Commission des lois à cette réunion. La France, comme d'autres pays au sein de l'Union européenne, est en proie depuis plusieurs années à des menaces de filières terroristes. Des individus qui sont fanatisés par un discours religieux qui est dévoyé sont décidés à frapper des innocents sur notre territoire. Exploitant l'actualité internationale, hier l'Algérie, aujourd'hui la Syrie, des filières de recrutement s'organisent dans la clandestinité. Elles utilisent les réseaux de communication pour diffuser un discours de haine, parfois déguisé d'ailleurs sous des apparences humanitaires, et conduire des recrues à entreprendre des actions criminelles à l'étranger d'abord, puis à leur retour sur le sol européen. À cet égard, je veux ici récuser l'expression de loup solitaire qui a fait florès lors de l'attentat commis par Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse et qui a connu une seconde vie pour qualifier Médine Mouche après la tuerie du musée juif de Bruxelles dont vous avez parlé dans votre introduction. Tout passage à l'acte, aussi individuel soit-il, résulte d'un cheminement. Et parfois ce cheminement, pas toujours, mais parfois ce cheminement vient de loin. Le processus de radicalisation peut conduire à franchir plusieurs étapes, à se procurer des armes, à se rendre sur des zones de conflit où le terrorisme peu à peu se répand. Le passage à l'acte procède d'un conditionnement psychologique qui pousse celui qui se sent investi à accomplir une mission funeste. Ce que je veux dire, c'est que les complicités directes ou indirectes sont déterminantes, ne serait-ce que pour entrer en possession des armes utilisées par les terroristes, ce qui me conduit à penser, sans la moindre réserve, que le loup solitaire en est rarement un. Il est l'instrument d'une violence orchestrée à distance par des groupes organisés et décidés à frapper. Et même lorsque le contact avec la violence se fait dans une relation exclusive de tout autre avec Internet, ceux qui alimentent ces sites, ces blogs, ces forums font partie d'organisations au sein desquelles ils jouent un rôle et au sein desquelles ils sont parfois en charge de la diffusion d'une propagande qui se trouve à l'origine du basculement. L'attentat perpétré au musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier a démontré d'ailleurs la terrible réalité de cette menace. Le suspect que nous avons arrêté à Marseille, Médine Mouche, a frappé sur le sol belge, mais il était lui-même de nationalité française, comme l'était d'ailleurs l'une de ses victimes. Comment mesurer l'importance de cette menace ? Je veux là donner quelques chiffres que j'ai déjà eu l'occasion de donner au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais que je veux rappeler en les actualisant. Au 30 mai dernier, on comptait 316 individus français ou résidents en France qui combattaient en Syrie. 139 en partance pour ce pays, 136 déjà de retour en France ou en Europe, et 191 qui manifestaient des velléités de départ. Nous devons donc traiter chacun de ces cas comme constituant une menace potentielle pour notre sécurité. Le 23 avril dernier, le Conseil des ministres a donc adopté un plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes, plan de lutte contre ces filières qui comporte 23 mesures. Toutes les mesures qui pouvaient être prises à droit constant ont été immédiatement mises en œuvre. Elles visent à empêcher les départs, notamment des mineurs, à démanteler les filières, à soutenir et à orienter les familles affligées par la radicalisation de l'un de leurs membres. S'agissant de ce dernier point, un numéro d'appel national a été ouvert dès le 29 avril et permet aux proches des jeunes radicalisés ou en voie de l'être de se signaler et d'obtenir de l'aide et du conseil. À ce jour, la plateforme a traité de 126 signalements utiles. Les cas signalés
ont fait l'objet d'un accompagnement au plus près des lieux de résidence par les réseaux interservices mis en œuvre par les préfets en étroite concertation avec les procureurs de la République. Ces signalements ont également permis d'identifier 20 départs avérés. Pour améliorer ce dispositif, un programme de formation a été proposé pour les opérateurs de la plateforme et sera développé dès le mois de juin à l'attention des acteurs des réseaux de soutien et d'orientation animés par les préfets à l'échelon local. Parallèlement, l'action directe contre les départs vers la Syrie a été résolument engagée. 3 procédures de retrait de passeports français sont en cours. Une expulsion de ressortissants étrangers a été exécutée, une autre est en préparation. La coopération entre les services de l'État est pilotée par les préfets pour échanger des informations permettant de recourir plus efficacement aux décisions judiciaires d'interdiction de sortie du territoire et aux mesures administratives conservatoires d'opposition à la sortie du territoire des mineurs. Ces échanges facilitent la tâche des parquets pour ordonner des placements provisoires lorsque la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs apparaît compromise par un projet de départ. Mais nous n'entendons pas nous arrêter là. Nous devons poursuivre notre travail de lutte contre la diffusion de l'idéologie qui encourage ces jeunes à partir. La radicalisation à laquelle nous assistons, en milieu carcéral notamment, constitue à ce titre un sujet d'inquiétude majeure. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler avec Madame la garde des Sceaux à une série de mesures permettant de renforcer l'action des services de renseignement pénitentiaire, d'améliorer le statut des aumôniers pénitentiaires et de prendre en charge les individus radicalisés au terme de leur détention. D'autres mesures que nous nous proposons de prendre présentent un caractère législatif. C'est pourquoi le gouvernement prépare un projet de loi dont le Parlement sera saisi à l'été et qui devrait notamment comporter les points suivants sur lesquels je vais vous donner toutes les informations. Premier point, interdiction du départ à l'étranger de ressortissants français majeurs liés à des activités terroristes, ce qui est actuellement impossible en dehors d'une mesure de contrôle judiciaire. Généralisation de l'enquête sous pseudonyme sur Internet à l'ensemble des activités à caractère terroriste. Le gouvernement envisage dans le même temps l'introduction d'une nouvelle incrimination commise par un individu qui, après avoir connu un long cheminement, après avoir été conditionné, radicalisé, en un mot préparé, aurait décidé de passer à l'acte et d'entreprendre une action à caractère terroriste. Elle s'ajouterait à l'association de malfaiteurs en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, qui est une incrimination pénale qui s'adresse davantage aux réseaux terroristes qu'aux individus radicalisés, manipulés dans le but de commettre les pires extrémités. Cette nouvelle incrimination pénale est le résultat d'entretiens que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'entre vous, mais aussi avec des juges antiterroristes qui se sont exprimés par le truchement de tribunes dans lesquelles ils nous ont fait part de leur souhait de voir, à juste titre, la législation évoluer. D'autre part, les sites Internet faisant l'apologie du terrorisme mériteraient d'être traités selon un régime identique à celui des sites Internet faisant l'apologie des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale ou diffusant des contenus à caractère pédopornographique. Enfin, je souhaite souligner qu'une lutte efficace contre ces menaces passe nécessairement par une coopération renforcée avec nos partenaires de l'Union européenne. Sur le sujet de la lutte contre le terrorisme, c'est par le renforcement de la coopération avec les pays de l'Union européenne au sein de l'espace Schengen, à travers le signalement au fichier des personnes recherchées, au système d'information Schengen, à travers une relation plus étroite, une coopération plus étroite entre les services de renseignement dès lors que ce signalement a été effectué, que réside la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le renforcement de la coopération européenne est donc, sur le sujet qui nous intéresse, la solution. L'Europe n'est en aucun cas le problème. La semaine dernière, j'ai donc pris part à Luxembourg à la 5e rencontre des ministres de l'Intérieur réunissant les Européens, dont les pays sont le plus touchés par le terrorisme djihadiste. Cette réunion avait été
invités par Joël Milquet, ma collègue belge, et par moi-même. Et nous allons poursuivre ce travail intense d'approfondissement de nos contacts avec l'ensemble des pays de l'Union européenne pour faire en sorte que cette coopération donne des résultats. À l'occasion de la réunion du Luxembourg, j'ai proposé à mon homologue Joël Milquet une série de mesures que nous avions préparées ensemble et qui ont été largement soutenues par les autres membres participants. Celles-ci portent sur l'élaboration de pratiques communes pour l'utilisation des données sur les passagers des lignes aériennes, dispositif dit PNR, pour les signalements au système d'information Schengen, pour les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, y compris pour les ressortissants européens, et pour l'information et le suivi lorsque une personne rentre de Syrie et est détectée sur le territoire de l'Union européenne. Par ailleurs, sur la base d'une proposition du Royaume-Uni, une task force européenne sera chargée d'aider les États membres à l'élaboration d'un contre-discours en réponse à ceux qui peuvent être diffusés par les sites djihadistes. Enfin, nous avons prévu de rencontrer dans le courant de ce mois, et à l'échelle de l'Union européenne, et ensemble, au sein de l'Union européenne, les principaux opérateurs de l'Internet, afin de définir les possibilités de retrait immédiat des sites de messages diffusant la haine de l'autre ou qui encouragent au crime et au terrorisme. Un dernier point doit être également mentionné. La menace syrienne ne doit pas nous faire baisser la garde sur les autres fronts encore ouverts. La zone du Sahel doit rester l'objet d'une attention très vigilante. J'ai eu l'occasion de participer à la fin du mois de mai en Mauritanie à une rencontre avec mes homologues de Mauritanie, du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais également du Sénégal, afin d'apporter notre soutien dans les décisions qu'ils peuvent prendre pour lutter au niveau régional contre le terrorisme, qui trouve le terrorisme dans l'immensité de ces régions la possibilité de prospérer en tirant profit, on le sait, du trafic d'armes, du trafic parfois de stupéfiants, mais aussi de l'exploitation des migrants clandestins. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le 4 juin dernier, je me suis rendu au musée juif de Bruxelles pour porter aux familles endeuillées et aux communautés juives de Belgique et de France un message de soutien et de compassion. Ce message, je ne l'ai pas exprimé au nom du gouvernement, mais au nom de nous tous. À chaque fois que notre pays a été exposé par le passé à une menace terroriste particulièrement aiguë, il s'est montré toujours solidaire, il s'est montré toujours résolu. Le gouvernement n'épargnera aucun effort pour protéger nos concitoyens contre cette menace. Je sais que nous pouvons compter sur votre soutien pour nous aider à remplir cette mission dans un esprit de concorde républicaine. C'est un travail que nous devons et que nous pouvons mener ensemble. C'est un travail qui doit nous conduire à œuvrer de concert. Toutes les idées et suggestions pouvant venir en appui du plan qui a été présenté en Conseil des ministres et qui doit trouver une transcription législative au Parlement dans les prochaines semaines. J'ai pu la semaine dernière, devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale, apporter un soutien à une proposition de loi émanant d'un parlementaire de l'opposition qui faisait des propositions tout à fait utiles qui ont été soutenues et pour partie intégrées dans le plan qui sera proposé à la délibération du Parlement prochainement. Je crois que cet esprit d'unité, de solidarité dans la lutte contre le terrorisme est la condition de la réussite de ce que nous entreprenons ensemble pour éviter que nos ressortissants et notre pays ne soient exposés à des risques graves de sécurité. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire de façon synthétique sur notre sujet du jour. Et bien entendu, je suis tout à fait disposé à répondre à toutes les questions que les sénateurs et sénatrices voudront bien me poser. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je note que vous avez bien voulu, pour la première fois, donner connaissance au Sénat des 4 pistes auxquelles le gouvernement travaille en ce qui concerne un nouveau dispositif pénal relatif au terrorisme.
interdiction de sortie du territoire, enquête sous pseudonyme, complément à l'association de malfaiteurs sous la forme d'une incrimination qui permettrait, si j'ai bien compris, de toucher des personnes dont il serait avéré, fussent-elles isolées, qu'elles préparent un acte terroriste. Enfin, les questions de l'apologie du terrorisme, en particulier sur les sites Internet. Je crois que c'est important d'avoir informé en priorité le Sénat de ces pistes de travail qui demanderont naturellement, à vous comme à nous, beaucoup d'attention. Mes chers collègues, je vais vous donner bien sûr la parole. Alors, j'ai comme inscrit Monsieur Lecomte, Monsieur Colomba, Monsieur Lasserre, Madame Benbassa, Monsieur Vial, Monsieur Michel. Oui, Monsieur Cointat, Monsieur Frassa. Bien. Madame Garriot-Mélam. Bien. Alors, cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervenants, puis on verra si d'autres se révèlent en cours de route. Donc, Monsieur Lecomte. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais, peut-être avant de poser quelques questions et faire part de quelques questionnements que j'ai sur cette problématique, faire un petit préalable. D'abord pour dire que les victimes des derniers attentats ont tous été des personnes de confession juive, que les attentats à Toulouse ou à Bruxelles le sont, et que ça témoigne si une part de notre communauté nationale, parce que la conséquence de ça, c'est que une part importante, et j'ai pu m'en rendre compte dans un déplacement en Israël récemment, du nombre de jeunes Français arrivant en Israël, qu'une part importante de notre communauté nationale ne voit plus son avenir dans notre pays. De notre côté, je constate qu'une société qui exclut, une société qui stigmatise une religion provoque aussi des violences, et qu'il y a aussi d'autres membres de la même communauté nationale qui aujourd'hui, et vous avez cité des chiffres, dérivent de plus en plus en s'engageant violemment contre notre communauté nationale en la mettant en danger. Donc dans les deux cas, il y a un problème de cohésion de l'ensemble de notre communauté qui a besoin d'un projet qui mobilise toute sa diversité et toutes ses composantes, et que c'est d'abord par cette volonté de tenir la société en cohésion avec un projet commun que nous pourrons lutter contre les dérives d'aujourd'hui. Que par conséquent, la sensibilisation à cette problématique est sans doute le premier intérêt du débat que nous avons aujourd'hui. Mais je voudrais aussi ajouter que concernant la situation des djihadistes en Syrie, il ne faut pas penser que ce qui a pu être dit depuis un an et demi sans mesure et sans limite sur la situation dramatique humanitairement en Syrie ne peut pas provoquer chez des jeunes un intérêt, et il faut le dire. Et par conséquent, je crois qu'il y a besoin, de ce point de vue-là, d'éviter de faire d'une destination un délit. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été constatées et dites sur la situation humanitaire en Syrie depuis un an. Il est bien évident que cela interpelle les plus jeunes, certains plus jeunes qui peuvent se sentir en même temps exclus de la société. Alors, une fois que j'ai dit ça de manière peut-être un peu brutale, je voudrais d'abord dire qu'il n'est jamais bon d'écrire une loi à un moment où l'émotion retentit encore, qu'on a déjà un arsenal législatif existant. Par conséquent, quand moi je lis, par exemple, dans une communication que le Parlement sera saisi d'un projet organisant un régime d'opposition à la sortie du territoire de personnes majeures engagées dans des activités terroristes, je me dis, si elles sont engagées dans des activités terroristes, elles devraient déjà tomber sur le coup de la loi. Et tout ça me fait dire qu'il faut essayer de
d'avancer sur cette problématique avec la volonté de ne pas légiférer trop vite sans en mesurer toutes les conséquences. On a vu par le passé, à chaque fois qu'on légiférait dans l'émotion, il y avait toujours un certain nombre d'effets pervers qu'on constatait derrière. Après, il y a la question d'Internet. Alors bien entendu, les délits sur Internet doivent être poursuivis, à la fois le délit et puis ce qu'on observe. Quand ce qu'on observe doit être qualifié de délit. Toutefois, ces protections et la loi sera jamais supérieure à la technique et à ses capacités. Il faut donc mesurer à quel point ces dispositions seront finalement limitées et que le premier intérêt des débats qu'on peut avoir sur le sujet, c'est là encore de la sensibilisation. Par contre, il y a une proposition que j'aimerais faire, parce que quand on entend le besoin de suivre les mouvements, nous avons un espace Schengen que certains attaquent et considèrent comme un élément, alors qu'il faudrait le considérer comme un espace de liberté et de circulation, comme un espace qui, justement, parce qu'il est grand, permet des circulations et mériterait aujourd'hui d'être détricoté. Je crois au contraire qu'il faudrait qu'il soit plus protégé. Et que, par conséquent, l'une des propositions qui me semblerait aller dans le sens du suivi des mouvements qui sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme, c'est que comme un certain nombre de grands pays, de grandes démocraties, l'ensemble des entrées et sorties de l'espace Schengen fassent l'objet d'un suivi biométrique pour les entrées et pour les sorties, de manière à être capable de savoir qui rentre et qui sort de cet espace de liberté. C'est une démarche qu'on doit faire avec nos partenaires Schengen, mais il me semble que ce serait la meilleure démarche à ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurisation de l'ensemble de cet espace de liberté et qui doit rester un espace de sécurité. Merci, Monsieur Lecomte. Monsieur Collombat. Monsieur le ministre, personne ici, je crois, ne doute de la volonté du gouvernement de faire face à ce fléau. Et ce que vous nous avez dit comme proposition, bon, sous bénéfice de l'examen qu'on en aura sur les implications, etc., a priori ne me choque pas particulièrement. Enfin, je suis surpris, non pas, c'est pas la première fois, mais enfin, le terrorisme, c'est pas une nouveauté en France. Ça fait plusieurs dizaines d'années. On sent, et je veux bien admettre qu'il prend des formes, enfin, il y a des mutations. C'est pas toujours les mêmes formes. Hein. Au début, ça a été plutôt orchestré par des pays étrangers, ça l'est un peu moins maintenant, enfin, etc. Mais je pense quand même que le moment est venu d'essayer d'aborder le problème de façon globale. Parce que le terrorisme, ce n'est pas seulement un problème de police et de renseignement, même si on a réformé il n'y a pas si longtemps que ça le renseignement. C'est devenu un problème de société. Quelque part, je rejoins mon collègue. Est-ce qu'il ne serait pas temps, bon, je veux bien qu'on prenne des mesures de circonstances parce que, bon, très bien, je veux bien le comprendre, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de poser le problème globalement et justement d'en voir toutes ces dimensions? Vous avez abordé, par exemple, le rapport entre la prison et puis le développement du terrorisme. On va voter une loi, on va avoir un examen dans quelques temps. À ma connaissance, ce problème n'est pas abordé. Je veux dire que, est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on fait une loi pénale, intégrer ce type de dimension? De même, ce que disait mon collègue tout à l'heure, le statut, la place, les difficultés de la religion musulmane et de ses corréligionnaires en France, ça mériterait peut-être d'être approfondi et de façon à ce qu'on essaye d'apporter une réponse globale à ce problème qui est un problème global, qui est tout autant un problème d'éducation, de communication, d'intégration, etc., qu'un problème de police, même si, et de renseignement, même si cette dimension-là, évidemment, ne doit pas être sous-estimée. Merci, Monsieur Collombat. Monsieur Lasserre. Je voudrais, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous remercier très sincèrement parce que ces débats sont des débats quand même privilégiés au niveau de l'information que l'on reçoit et des échanges que l'on peut avoir. Je suis complètement d'accord lorsque vous dites, Monsieur le Ministre, qu'il y a différentes formes de terrorisme. Et chacun d'entre nous, bien entendu, est sensible à celle qu'il pense côtoyer, dont il pense être le plus près. Je voudrais vous parler une seconde, même je parle sous le contrôle de M. Morvan, qui a sévi en Pays Basque, et pour notre bonheur d'ailleurs,
je voudrais vous parler du terrorisme basque. Et vous dire, alors c'est une recherche d'information, une suggestion, je ne sais pas comment puis-je le formuler. Nous avons l'impression, alors c'est une forme très particulière, les causes sont complètement différentes, les techniques d'alimentation sont identiques. Vous avez, je crois, tout à fait raison dans votre analyse. On assiste, je le crois, en tout cas la majorité des acteurs considèrent que la volonté de l'ETA de déposer les armes n'est pas dénuée complètement de sincérité. Nous sommes certains à constater ou à considérer que c'est une proposition qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui, de notre point de vue, ce n'est pas le point de vue exclusif, mais le point de vue très important en Pays Basque, nous considérons que des propositions comme celle-ci doivent être accompagnées d'une attention particulière de ceux qui dirigent notre pays, où qu'ils soient, par rapport au processus de paix. Et il y a une réelle interrogation, je le crois, et une réelle envie de rentrer. Et la question, c'est faut-il négocier? Jusqu'où peut-on négocier? Les négociations ont-elles, je le crois, des caractères complètement différents, mais sur la forme de terrorisme que j'évoque, je puis vous dire que nous sommes très nombreux à considérer que nous aurions tout à gagner, à condition de s'arc-bouter sur des principes républicains que nous défendons, nous aurions tout à gagner à écouter et à parler. Alors je sais que la question est très délicate, notamment à votre niveau, et tous les gouvernements successifs ont été embarrassés par cette question. Mais en tout cas, lorsqu'il y a des évolutions, notamment chez la jeunesse, des évolutions constatées d'abandon de la lutte armée pour en arriver à des pistes un peu plus, comment dirais-je, un peu plus humaines, je crois que nous devrions regarder. Voilà. Merci, Monsieur Lasserre. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention, qui ne pourrait être d'accord avec vos mesures. Mais toutefois, comme je l'avais déjà dit lors de ma question au gouvernement jeudi, qui s'adressait à vous, mais vous étiez à l'étranger, je ne sais pas si ces mesures seront tout à fait efficaces, vu que aussi bien Mera que l'actuel terroriste sont des gens qui étaient connus par les services secrets et contre qui on n'a rien fait. Deuxièmement, parce qu'on peut multiplier les mesures et ne pas les attraper, ces personnes peuvent commettre leurs crimes et continuer à le faire. D'abord, comme vous le savez, et vous l'avez dit, Monsieur le Président l'a dit aussi, aujourd'hui l'antisémitisme est de nouveau sur une pente meurtrière. Et avec l'histoire que l'Europe a connue, elle ne peut pas se permettre, la France y compris la France, ne peut pas se permettre de laisser faire. Et c'est un devoir de tous les démocrates de combattre aussi bien l'antisémitisme que toute forme de racisme. Cela dit, est-ce que, comme mes camarades l'ont dit et que je l'avais également écrit dans ma question, est-ce que ce n'est pas un problème global? Et je ne sais pas, je ne connais pas dans l'histoire de France des étudiants sortis de Sciences Po devenus terroristes. Il y a quand même un vrai problème de fond qu'on ne veut pas voir. Les mesures policières sont très bien, les mesures punitives sont très bien, mais prenons en compte qu'il y a un problème qui concerne une partie de notre jeunesse qui a été oubliée et le djihad n'est qu'une des manifestations de désespoir. Chaque groupe répond à son désespoir d'une autre façon. Les uns votent extrême droite, les autres deviennent djihadistes, même si on ne peut pas comparer toutes ces attitudes. Néanmoins, il faut prendre aussi en considération qu'il y a dans le djihadisme un véritable problème parce que on prend tous les risques sachant qu'on va mourir. Alors aucune loi ne pourrait prévenir cela.
puisque, je ne sais pas, prenez le cas de Mera, il savait qu'il allait être tué, il a continué jusqu'au dernier moment. Cette personne qui a été attrapée aussi, enfin le présumé coupable de l'acte terroriste du musée juif de Bruxelles, a pris quand même un bus qui est souvent contrôlé parce qu'il y a des dealers qui prennent ce bus. Donc ces gens-là ont pris quand même le risque de mourir, et contre cette volonté de devenir shahid, martyr, personne ne peut rien. Mais est-ce que ce ne serait pas préférable de prendre des mesures beaucoup plus sociétales autour de ces jeunes désespérés que de multiplier les mesures, comme je l'ai déjà dit. Deuxièmement, il ne faudrait pas que ces mesures liées à un fait divers, comme l'a dit Monsieur Lecomte, ne se répercutent pas sur ces paisibles musulmans de notre communauté française qui bien sûr, subiront les retombées au sein de la population qui va les stigmatiser encore davantage. Voilà, excusez-moi d'avoir été longue. Merci Madame Benbassa. Monsieur Vial. Oui, Monsieur le Ministre, comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai été sensible aux mesures qui ont été annoncées récemment. Président du groupe France-Syrie, je me trouvais avec quelques-uns d'ailleurs de cette assemblée au camp de réfugiés de Gaziantep il y a quelques mois, et nous avons effectivement été frappés lors de nos rencontres avec les ONG, notamment les Médecins du Monde, de nous dire la violence que représentait pour eux et le risque que représentait pour eux les djihadistes qui étaient là et qui les menaçaient alors que certains étaient de la banlieue parisienne. Et un médecin d'ailleurs qui nous disait avoir échappé au pire parce que, par chance, un médecin qui se trouvait exactement dans le département de ce jeune les avait rejoints et a pu discuter pour essayer de le calmer sur ses intentions, simplement parce que, aidant des populations diverses et variées, il s'agissait pour eux bien évidemment d'aider tous ceux qui se présentaient, quelle que soit leur origine, ils étaient donc suspects et donc devaient mourir. Donc je donne cet exemple parce qu'effectivement on voit qu'on est bien au-delà. Bien évidemment on peut avoir des lectures à l'égard de quelques communautés, l'antisémitisme bien évidemment ne peut pas être écarté, mais on voit bien qu'on est dans un radicalisme religieux qui est un radicalisme religieux qui pose un vrai problème, qui est une situation grave. Et donc, vous évoquez, bien évidemment, parmi les différentes mesures, celles qui concernent la protection et la sécurité qui doit être donnée sur les sites Internet d'apologie, parce que de toute évidence, c'est un environnement et des sources qui sont loin d'être négligeables. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un environnement beaucoup plus large. Vous avez parlé de l'Europe. J'étais cette fin de semaine avec des gens du Burkina Faso, des élus de cette région, qui parlaient effectivement de la crainte qu'ils ont et qui disaient très clairement concernant le Mali, le jour où l'armée française quittera le Mali, ne nous faisons aucune illusion sur ce qui va se passer. Parce que, donc ça montre bien qu'effectivement nous sommes dans ces régions, dans des réservoirs, si vous me permettez l'expression, où ces populations trouvent refuge, ce qui montre bien que si nous n'avons pas une politique globale, et là pour le coup nous sommes plus sur le coup du ministère de la Défense que celui de l'Intérieur, ça nécessite effectivement des relations très étroites entre ces pays, vous les avez d'ailleurs cités, entre la défense et l'intérieur, entre l'Europe, mais qui est de toute évidence une politique de fond, car je crois très sincèrement, vous nous avez donné tout à l'heure des chiffres, l'unité dans laquelle vous êtes rentré nous a quelque peu étonné, en tout cas m'a étonné, et notamment la modestie des chiffres. Quand on est sur le terrain, alors vous me direz que ce sont toutes des données qui sont approximatives, mais les chiffres qu'on nous donne quand on est sur le terrain seraient plutôt des unités supérieures aux chiffres que vous avez donnés. Enfin, peu importe, on n'est pas là pour épiloguer sur les unités, ce qui montre quand même que nous sommes sur une situation particulièrement grave, et que, sans vouloir ramener le conflit syrien à cette situation, nous savons que le conflit syrien a de toute évidence
pris une toute autre nature, notamment dans certaines régions, à partir du moment où ces radicaux se sont infiltrés et ont les actions que l'on connaît. Donc effectivement, Monsieur le ministre, c'était sur ces liens avec le ministère de la Défense, savoir comment les choses sont mises en place, parce que de toute évidence, ce ne sont pas uniquement des mesures pénales circonscrites à notre territoire qui pourront enrayer ce phénomène beaucoup plus large. Monsieur Vial, Monsieur Michel. Merci, Monsieur le Ministre. Bien entendu, on peut être que d'accord sur l'effort global du gouvernement pour combattre ce terrorisme, mais je voudrais vous poser une question juridique sur la première incrimination que vous prévoyez, qui est l'interdiction de sortie du territoire. Comment peut-on interdire de sortir du territoire à des Français majeurs qui n'ont commis sur le territoire aucune infraction? Si cela était rétroactif, aurait-il fallu incriminer les Français qui sont allés aider les républicains espagnols ou ceux qui sont allés rejoindre les terroristes à Londres qui étaient condamnés à mort? Merci, Monsieur Michel. Monsieur Cointat. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous avez présenté tout un programme législatif pour améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme. Très bien. Bon, je ne rentre pas dans les détails de notre collègue Michel, mais effectivement, je me posais un peu la même question sur la sortie du territoire. Vous avez également pris des contacts avec vos homologues de l'Union européenne, et c'est parfait, parce qu'il faut effectivement lutter ensemble, on ne peut pas le faire seul. Mais il y a quand même un problème qui se pose, et j'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est qu'en fait, on est en train d'agir sur les effets, mais on laisse toujours de côté les causes. Vous voyez, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on ne peut pas arriver à modifier le cerveau d'un jeune en le lavant d'une manière telle qu'il va vouloir préférer la mort à la vie, qu'il va préférer la haine à l'amour en 5 minutes. C'est un travail considérable qui met en jeu, évidemment, la spiritualité, donc la religion. Et il faut des spécialistes pour ce faire, et des spécialistes qui ont une certaine aura, sinon ils ne seraient pas entendus par ces jeunes. Donc moi, je suis très préoccupé par cela, car ce n'est pas à l'extérieur de nos frontières que ça se passe, c'est pour la plupart d'entre eux à l'intérieur de nos frontières. Donc, que peut-on faire? Qu'envisagez-vous de faire? Et je sais que vous faites déjà beaucoup, comme vos prédécesseurs d'ailleurs, mais ce n'est pas suffisant pour arriver à éliminer ces lavages de cerveau abominables. Mais il y a aussi un deuxième élément. Quand on est dans une religion, et nous avons connu, chaque religion a connu ses heures noires, comme par exemple la chrétienté et le catholicisme avec l'Inquisition. Ben là aussi, on savait très bien que la seule façon de s'en sortir, c'est parce que finalement c'est l'Église elle-même qui a éradiqué, si je puis m'exprimer ainsi, les éléments les plus perturbateurs en son sein. Donc on arrive un peu à une situation semblable. Comment faites-vous, puisque vous êtes aussi le ministre des cultes, pour qu'à ce niveau, on puisse essayer de responsabiliser davantage l'Église, entre guillemets, c'est-à-dire les religieux musulmans, qui sont au premier chef concernés et qui sont souvent les premières victimes. Deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un moyen d'agir par ce biais pour qu'il y ait un autre message qui soit plutôt celui de l'entente, de l'amour, de la bonne relation entre les uns et les autres, comme le font en général les religions? Je me suis permis de lire un peu le Coran, je n'ai pas tout compris, mais c'est quand même plutôt un message d'amour que de haine. Et quand je dis plutôt, c'est même tout à fait. Tout à fait. Donc il y a quand même des armes extrêmement utiles, parce que ce sont celles de la sagesse qui peuvent jouer. Alors que faites-vous à ce niveau-là? Enfin, car je ne veux pas être trop long, puisqu'il y a d'autres orateurs, je voudrais quand même, là aussi, qu'on comprenne que le véritable coupable est peut-être moins le jeune qui, totalement endoctriné, va commettre des crimes, que celui qui a armé son bras et qui l'a mis dans de telles conditions. Et là, que faites-vous pour être impitoyable, de telle façon que l'on sache
qu'il n'y aura pas d'impunité à ce niveau-là. Voilà, Monsieur le Ministre, quelques questions. Il y en a d'autres, mais déjà, je pense que ça suffit pour ce soir. Merci. Merci, Monsieur Cointa. Monsieur Frassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai une toute petite question parce que, comme vous l'avez vu, une actualité chassant toujours l'autre, on est sans nouvelles, si je puis dire, de la sœur Mera depuis l'affaire du musée juif de Bruxelles. Donc on ne sait toujours pas si elle est en Tunisie ou si elle est réellement en Syrie, puisqu'on a, depuis que cette sinistre affaire des assassinats du musée juif, les nouvelles, les informations n'existent plus, si je puis dire, sur la fuite de la sœur Mera du territoire français. Donc ça, c'est ma première question. Donc si vous avez des éléments à nous donner, je serais intéressé de les entendre. Ma deuxième question, c'est pour rebondir sur ce que disait notre collègue Michel sur l'interdiction de sortie du territoire. Il y a aussi un autre aspect, il y a aussi de nombreux binationaux. Et là aussi, on peut interdire à un ressortissant français l'interdiction de sortie du territoire, mais il y a aussi les binationaux qui peuvent sortir avec leurs papiers d'identité de leur autre nationalité. Donc là-dessus, comment aussi peut-on aussi être efficace par de telles mesures. Et pour une autre question, c'est ce que l'on entend très souvent, c'est la radicalisation. Ça se fait en prison, nous dit-on. Et comment peut-on intervenir ? Je sais que ça n'est pas de votre ressort, puisque c'est plutôt l'administration pénitentiaire, mais c'est peut-être aussi de votre ressort, puisque on entend la plupart du temps les imams, je veux déclarer leur impuissance, dire on n'a pu rien faire, on ne peut rien faire, on constate. Il y a cette radicalisation rampante, mais certaine, efficace. Comment peut-on associer, soit via le Conseil du culte musulman, soit par les imams qui interviennent en milieu carcéral, rendre efficace, je dirais, pour employer un terme médical, le dépistage précoce de potentielles radicalisations ou en tout cas d'éléments qui peuvent être à l'origine de radicalisation et juguler dans le milieu carcéral cet endoctrinement de jeunes gens qui, comme c'était le cas, semble-t-il, pour le présumé tueur, enfin le présumé assassin du musée juif, qui, semble-t-il, à l'origine n'était en rien un fanatique islamiste, qui le serait devenu par ses séjours en prison. Et enfin, je ne me relis pas. Ah oui, et enfin, oui, quid des pays que je dirais entre guillemets amis qui financent le terrorisme? Quelle situation prendre vis-à-vis d'eux? Quelle attitude avoir vis-à-vis d'eux? Et surtout, quelle peut-être finalement sanction avoir vis-à-vis d'eux? Parce que ils sont officiellement nos amis, mais on sait pertinemment ce qu'ils font pour financer le terrorisme. Donc, y a-t-il des mesures à prendre? Y a-t-il une position à avoir vis-à-vis d'eux? Y a-t-il une politique à changer vis-à-vis d'eux? Merci, Monsieur Frassa. Madame Garriaud-Maylam. Oui, merci Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir ouvert cette session à d'autres sénateurs et j'y suis d'autant plus sensible que représentant le Sénat, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'ai été chargée par cette Assemblée parlementaire de rédiger un rapport sur le terrorisme et sur les moyens de travailler en commun pour essayer d'éradiquer ou de limiter ce phénomène. Merci pour tout ce que vous nous avez dit, Monsieur le Ministre, mais je crois vraiment, vous entendant, en
en écoutant ce qui a été dit par mes collègues, que je partage en très grande partie, que nous devons vraiment travailler au niveau interministériel. Je crois que ça doit être une vraie politique globale, parce que nous avons besoin de développer la prévention. Et ce n'est pas uniquement au niveau du ministère de l'Intérieur que cela peut se faire. Il y a une prévention qui est effectivement une prévention technique, pratique. Par exemple, comment se fait-il que les trains soient aussi peu surveillés? Il y a d'énormes contrôles aux aéroports, mais n'importe qui peut rentrer dans un train sans aucun contrôle, et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Mais sinon, au niveau du développement de la coopération internationale également, là, il y a quelque chose de très important à faire avec tous ces pays. Vous avez parlé du soutien à ces États du Sahel, mais je crois qu'eux aussi veulent nous aider. Nous avons beaucoup d'alliés dans ces pays. Et la prévention au niveau sociétal, parce que le gros problème que nous avons, nous le savons, c'est ce problème de ces jeunes qui sont en déshérence, qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, qui sont entraînés par des bandes. Et là aussi, nous avons besoin de travailler à un niveau plus général. Je crois beaucoup à la veille, à la vigilance. Vous savez, je fais partie de ceux qui ont beaucoup regretté la suppression du service national qui permettait justement de repérer ces jeunes à problème. Et il y a quand même des outils, je pense à la réserve citoyenne, qui permet dans ces banlieues de repérer ces jeunes avant qu'ils ne dérapent. Mon collègue Cointa disait qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'un jeune soit entraîné vers le djihadisme. Moi, j'en suis pas persuadée. Souvent, c'est le basculement qui peut se faire assez vite, d'où cette nécessité de vigilance et de veille. Et vous avez raison au niveau, bien sûr, du contre-discours qui est essentiel, où nous devons vraiment encourager un nouveau message vis-à-vis du monde musulman pour éviter la victimisation de certains de ces jeunes. Bon, je pourrais beaucoup continuer, mais enfin, je m'en arrête. Madame Garriaud-Maylam, Monsieur Longuet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai été impressionné par la précision de ces chiffres dans les catégories qu'il a lui-même définies. Première question, êtes-vous en mesure d'assurer un suivi individuel pour avoir une telle précision? Deuxième question, les effectifs évoqués ne sont pas négligeables, on arrive à un peu moins de 1000. Avez-vous une sociologie de ces effectifs? Troisième question, sur quels moyens humains du ministère comptez-vous et sont-ils suffisants? Et quatrième question, comment s'articule le travail intérieur et extérieur des GSE des CRI? Monsieur Longuet, je n'ai plus de demande de parole. Oui, Monsieur Lorjou. Juste un mot pour dire que la réponse sociétale, qui est une réponse d'ensemble, qui demande une politique interministérielle, n'est nullement contradictoire de l'excellence des mesures à court terme proposées par le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur Lorjou. Je me permettrai d'ajouter une remarque, Monsieur le ministre. Vous savez que le décret qui était prévu dans la LOPSI voté en 2011 pour bloquer les sites pédopornographiques n'est jamais paru. Et il n'est pas paru en raison de l'opposition des fournisseurs d'accès à l'Internet. Donc, par rapport à la proposition que vous avez énoncée, pour bloquer les sites faisant l'apologie du terrorisme par assimilation à ceux qui font l'apologie des crimes contre l'humanité, est-ce qu'un dispositif similaire est envisagé ou est-ce qu'il est possible d'obtenir une décision plus effective? Puisqu'il y a une loi, le décret n'est pas paru par opposition des fournisseurs d'accès. Si nous faisons une nouvelle loi qui prévoit l'interdiction des sites faisant l'apologie du terrorisme, aurons-nous les moyens de l'appliquer? Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues? Oui, Monsieur Longuet. Notre collègue Michel est souvent mieux inspiré que de rapprocher les volontaires pour le combat en Syrie de ceux qui s'engageaient comme volontaires dans les brigades internationales. Et pour la raison d'ailleurs juridique suivante, c'est que le gouvernement espagnol était un gouvernement légal
que la France reconnaissait, et l'engagement dans une armée républicaine n'est pas tout à fait de la même nature. Alors, il y a des droits français qui, je crois, ne permettent pas à un Français de porter les armes d'un pays étranger, encore que nous le fassions avec la Légion étrangère, et que le Tertio l'a toujours fait. Mais le Tertio était justement contre le gouvernement républicain. Deuxième remarque, nous avions un accord militaire avec la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne en avait un avec nous en 1939 et en 1940. Et certes, le général de Gaulle a été condamné à mort par un tribunal de Vichy, mais le gouvernement britannique était un gouvernement légal, démocratique, et nous avions des accords militaires. Donc la comparaison n'est pas tout à fait la même, même si le président Hollande a évoqué la perspective d'un soutien aux opposants à M. El-Assad, Bachar el-Assad. Il n'y a jamais eu de reconnaissance de l'autorité politique que représentent les opposants à Bachar el-Assad. Merci, Monsieur Longuet. Monsieur Michel, cela ne vous inspire pas de nouvelles remarques, non? Si je vois bien, oui. Non, la remarque, c'est qu'il faut toujours se méfier des termes en histoire et que les terrorismes d'un jour sont des héros le lendemain, quel que soit leur but d'ailleurs. Bien, merci, Monsieur Michel. Bien, alors la fin ne justifie pas les moyens. En effet, Monsieur Gélard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il m'est venu deux questions qui ont surgi à l'issue de cette discussion. La première question, c'est que les réseaux Internet, malheureusement, ne connaissent pas les frontières. Et que c'est très difficile de contrôler ces réseaux. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas aux frontières. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il existe une institution où, personnellement, j'aimerais bien que la France y participe en tant qu'observateur. C'est la Convention de Shanghai, qui a pour but, justement, d'unir les efforts pour lutter contre le terrorisme. Et certaines des réunions, il y en a une qui va se tenir d'ailleurs incessamment, certaines des réunions de la Convention de Shanghai pourraient être peut-être intéressantes pour nous, non pas d'en faire partie, puisque ça concerne essentiellement les États membres de la CEI, mais d'être informés de ce qui se passe au cours de ces tables rondes de la Convention de Shanghai. Merci, Monsieur Gélard. Mes chers collègues, s'il n'y a plus d'intervention, je pense, Monsieur le Ministre, que vous avez pu voir tout l'intérêt que vos propos suscitaient et combien nous sommes attachés à travailler profondément sur ces questions. Donc, je vous rends la parole, Monsieur le Ministre. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Beaucoup de questions ont été évoquées par chacune et chacun d'entre vous et je souhaiterais pouvoir apporter des réponses qui soient les plus précises possibles, même si je ne peux pas, compte tenu du nombre de questions posées, prétendre nécessairement à l'exhaustivité. Mais je suis convaincu qu'à l'occasion des débats parlementaires et d'autres séances de ce type, j'aurai l'occasion de répondre à tout ce que j'aurais oublié de mentionner. Premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur ce qui a pu être dit sur l'antisémitisme d'une part, et d'autre part sur la disposition d'interdiction de sortie du territoire et les derniers propos tenus par le sénateur Michel sur les terroristes d'aujourd'hui susceptibles d'être les héros de demain. Et ce que je vais vous dire là, je souhaite le dire de façon extrêmement précise et en même temps un peu solennelle parce que ce sont des sujets d'une grande gravité. D'abord, les faits d'antisémitisme. Et ce qui s'est passé à Bruxelles, le sénateur Lecomte l'a rappelé, d'autres également, est un acte de violence, c'est un crime qui a été perpétré à l'encontre de ressortissants belges parce qu'ils étaient juifs. C'est ça la réalité. Ce sont des actes d'antisémitisme qu'il faut qualifier comme tels. L'antisémitisme, c'est en 2013, au premier quadrimestre de 2013, 163 faits. Au premier quadrimestre de 2014 en France, 211. Il y a une augmentation de 30% des faits d'antisémitisme d'une année sur l'autre. C'est une réalité statistique, elle a la froideur des réalités statistiques, mais elle dit bien l'état d'esprit d'un certain nombre d'acteurs qui font fi des faits de l'histoire dont on connaît la dimension éminemment tragique au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de la libération de notre pays, faits qui ont conduit des familles entières, des femmes, des enfants, à partir dans les camps de la mort parce qu'ils étaient juifs, et le fait que l'on puisse, 70 ans après, au moment où nous célébrons
la libération du territoire national, reprocéder à ces actes de haine comme si rien ne s'était passé est plus odieux que n'importe quelle autre forme de violence. Je veux d'ailleurs donner des éléments précis sur ces actes d'antisémitisme. 36% des actions recensées portent sur des violences ou voies de fait commises sur des personnes physiques, dont 12 mineurs. 6 actions enregistrées l'ont été en milieu scolaire, 14 sur des synagogues, 2 sur des cimetières, et les 153 faits de menaces enregistrés en 2014 sont pour 50% des inscriptions des tags à caractère raciste, antisémite et haineux, 40% des propos, des gestes menaçants, des démonstrations injurieuses. Donc, l'antisémitisme existe. Il est une forme de haine intolérable au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire, qui mérite une dénonciation ferme et de façon extrêmement claire, quelle que soit l'origine de ces manifestations d'antisémitisme, quelle que soit l'origine de l'antisémitisme. Deuxième point, la disposition, je réponds là au sénateur Michel et à tous ceux qui sont exprimés, également Monsieur Lecomte, sur ce sujet. La disposition d'interdiction administrative de sortie du territoire que je propose de prendre pour les personnes majeures concernerait tout ressortissant français dont les déplacements à l'étranger sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou d'être liés à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, de manière à ce que les critères d'incrimination soient clairs, ne concernent pas n'importe quel type d'acte de citoyen, et par ailleurs ne puissent se prolonger dans le temps que sous le contrôle du juge judiciaire. Voilà. Donc, je tiens à préciser cela. Non, mais après, au terme d'une période, l'interdiction est administrative, mais sa prolongation dans le temps, pour éviter ce qui était indiqué, ne pourrait se faire que. Voilà. Donc, je tiens à préciser cela, et par ailleurs, pour être tout à fait transparent, et puis surtout tout à fait franc dans l'échange républicain que nous avons, moi je ne considérerai jamais comme les héros de demain des criminels qui vont dans des groupes terroristes et reviennent sur le territoire national pour tuer des ressortissants dans notre pays parce qu'ils ont telle ou telle appartenance religieuse ou sont attachés à telle ou telle valeur. Ces gens-là ne pourront jamais être des héros. Ils resteront à tout jamais des criminels. Et cela doit être dit au moment où nous engageons dans ce combat, parce que ce combat ne peut pas être mené, il ne peut pas être gagné si nous ne mettons pas de l'ordre dans les principes, dans les valeurs et dans la hiérarchie des principes et des valeurs qui nous conduisent à combattre. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est très important aussi, parce que je réponds là à Esther Benbassa et d'autres orateurs. Le fait que je propose de prendre des mesures répressives, il faut les qualifier, pour empêcher les départs, pour réprimer l'association de personnes via Internet en vue de commettre des actes terroristes ou des actes violents pouvant porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie de ressortissants français, ne signifie pas que le plan que nous proposons est un plan exclusivement répressif, qui manquerait de vision globale. Le plan que nous proposons est un plan global. Et je veux, là aussi, avoir la précision nécessaire pour vous en convaincre. Ce plan repose sur 5 axes. Le premier axe, c'est prévenir et empêcher les départs. Prévenir et empêcher les départs par l'inscription des personnes dont nous savons, par le travail de renseignement auquel il est procédé, qu'ils sont susceptibles, dès lors qu'ils partiraient, de s'engager dans des troupes djihadistes, en les inscrivant au fichier des personnes recherchées, au système d'information Schengen. Ceux-là peuvent faire aussi l'objet de retrait de passeport. L'opposition à la sortie du territoire des personnes mineures, dès lors que les parents nous les ont signalées, est une mesure qui fait également partie du plan. Et des entretiens administratifs avec nos services de personnes sur lesquels nous avons des interrogations peut permettre également d'assurer un suivi le plus fin possible de ressortissants dont nous pensons qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent représenter un danger sans préjudice aucun
pour la liberté de ces personnes. Deuxièmement, nous voulons démanteler les filières, c'est le deuxième axe. Ça implique effectivement que nous prendrons des mesures, nous en avons déjà prises d'ailleurs, d'expulsion d'étrangers sur le territoire national, convaincus d'avoir participé à des entreprises terroristes. Ça veut dire le gel administratif et préventif des avoirs des filières terroristes. Ça veut dire aussi la déchéance de nationalité dans des conditions restrictives prévues par la loi de ressortissants qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale. Ça veut dire une action très forte de prévention en liaison avec l'administration pénitentiaire, mobilisant non seulement l'administration pénitentiaire, nos propres services de renseignement, mais aussi les représentants des cultes musulmans, mais aussi des organismes de formation d'imams, de manière à lutter contre la radicalisation et la diffusion du discours radical en milieu carcéral. Mais ça peut vouloir dire aussi de l'accompagnement individualisé, psychologique, et pas seulement psychologique, éducatif, de détenus dont nous pensons qu'ils peuvent basculer faute de cet accompagnement. Donc c'est vraiment un accompagnement global, pluridisciplinaire, qui va mobiliser énormément de moyens, et nous sommes là dans une approche globale et préventive. Ça veut dire également, sur le démantèlement des filières, la généralisation du régime juridique de l'enquête sous pseudonyme, la réévaluation périodique de la stratégie de judiciarisation hiérarchisant les objectifs. Ça veut dire faciliter l'exploitation du renseignement par l'allongement de la durée de conservation d'un certain nombre de données, notamment celles qui résultent des interceptions de sécurité. Troisième axe, soutenir les familles et les orienter. C'est l'objet du numéro vert. C'est l'objet du réseau d'orientation et de soutien déconcentré piloté par le préfet et le procureur. Je vais m'attarder 2 secondes sur ce point pour bien montrer que nous sommes dans cette approche globale. Moi, je souhaite, et c'est l'objet de l'instruction que j'ai adressée au préfet, qu'autour des préfets et des procureurs, dans le cadre d'une grande confidentialité, l'éducation nationale, les services des conseils généraux, les services des collectivités locales, puissent agir ensemble, ça ne sera pas la solution à tout le problème, mais puissent agir ensemble lorsqu'il y a des signes de décrochage ou de risque, avant même que le basculement ne soit intervenu, pour faire en sorte que le basculement n'intervienne pas. Et nous sommes là, dans cette approche globale, mobilisant tous les services de l'État et des collectivités locales, avec les précautions de confidentialité qui doivent s'imposer entre les acteurs de ce réseau qui agiront ensemble. Et la création d'un programme de prise en charge individualisé dans les agglomérations les plus concernées doit aussi permettre la mobilisation des forces de sécurité et des élus locaux dans ce sens. Quatrième axe, communiquer, sensibiliser, former. Projet expérimental en vue d'action de contre-propagande. Impliquer les autorités religieuses pour développer un contre-discours. Sensibiliser les familles, les éducateurs, les services sociaux aux signaux de la radicalisation. Création d'une cellule nationale interministérielle d'appui. Et enfin, renforcer la coopération internationale parce que tous les pays de l'Union européenne sont confrontés au même phénomène de départ. Tous les services de renseignement sont confrontés aux mêmes contraintes de suivi. Et s'il n'y a pas une coopération, un travail en commun, de la transversalité, nous n'y arriverons pas aussi facilement que nous pourrions y arriver si nous disons ensemble. Donc l'approche globale est bien notre préoccupation. Elle contient, cette approche globale, un volet répressif qui relève plus particulièrement de la compétence du ministère de l'Intérieur, qui a moins de compétences éducatives que d'autres ministères, même si, je l'assume par conséquent devant vous, mais elle n'est pas exclusive de tout le reste que nous pouvons faire ensemble. Et je le dis parce que je veux vous convaincre de cette préoccupation d'approche globale. Je veux également vous convaincre du fait que zéro précaution face à un phénomène comme celui auquel nous sommes confrontés, c'est 100% de risque potentiel. Mais 100% de précaution, ce n'est pas le risque zéro. Et il faut aussi le dire, parce que on peut toujours se trouver confronté à un moment ou à un autre à un processus de dissimulation, à une arrivée subite de quelqu'un qui n'est pas nécessairement ressortissant de notre pays, mais venant d'un autre pays de l'Union européenne, à l'instar de ce qu'a pu faire Nemouche en Belgique et qui frappe. Donc, vraiment, je crois que cette formule est bien emblématique de la difficulté. Zéro précaution, c'est 100% de risque, mais 100% de précaution n'est pas le risque zéro sur les sujets dont nous avons à connaître et à traiter. Je voudrais ensuite
apporter quelques éléments en répondant à chacun rapidement sur les questions qui ont été évoquées. Pour ce qui consiste, pour la question qui concerne la situation humanitaire en Syrie, posée par Monsieur Lecomte, il y a une situation humanitaire en Syrie qui peut mobiliser des jeunes, etc. Les éléments dont nous disposons montrent qu'un certain nombre de jeunes basculent dans les groupes djihadistes en raison d'images diffusées par les groupes djihadistes eux-mêmes par Internet sur la situation humanitaire en Syrie, exploitée par ces groupes afin de favoriser le basculement de ces jeunes. C'est incontestable, ça existe. Mais ce qui doit être dit aussi, c'est que dès lors que ces jeunes basculent pour des raisons initialement humanitaires dans le djihad en Syrie, ils s'engagent dans des actions qui n'ont rien à voir avec ce que l'humanité dicte aux hommes soucieux de faire de l'humanitaire. Parce que tous les témoignages que nous avons et tous les éléments que nous avons concernant les conditions d'engagement de ces jeunes dans les groupes djihadistes montrent que ce n'est pas l'action humanitaire qu'ils fréquentent, mais la violence dans sa forme la plus brutale, le crime, le meurtre, la décapitation et le reste. Et que cela doit être dit, parce que cette tromperie-là est consubstantielle à l'endoctrinement qui conduit ces jeunes à basculer après que sur Internet, ils ont rencontré des sites, des blogs ou des forums de discussion. Et j'ai eu l'occasion, avec mes collaborateurs, de voir un certain nombre de vidéos qui sont diffusées sur Internet, conduisant à l'endoctrinement pour des raisons humanitaires d'un certain nombre de ceux qui basculent. Nous sommes dans un véritable phénomène de propagande et d'endoctrinement de caractère sectaire, avec la part de dissimulation, de manipulation qui s'attache à cette propagande et qui doit être condamnée en tant que telle, parce que c'est une instrumentalisation d'une situation humanitaire à des fins d'endoctrinement, de basculement dans la violence radicale et sans retour de jeunes qui peuvent effectivement témoigner à un moment ou à un autre d'une fragilité psychologique. Et cela doit être dit par ceux qui exercent une responsabilité publique et dénoncé, parce que c'est d'une extrême gravité. Pour ce qui concerne les délits sur Internet, le sénateur Lecomte dit la loi ne sera jamais supérieure à la technique. C'est vrai que la technique utilisée par Internet peut mettre la loi en situation d'échec lorsqu'elle veut réguler ce qui se passe sur Internet. Mais cet espace de liberté qu'est Internet ne peut pas, sous prétexte qu'il est un espace de liberté, et en dépit du premier amendement auquel les Américains se réfèrent souvent, être un espace où tout est permis, y compris la diffusion de pensées, de propos, de haine, qui peuvent conduire des ressortissants de nos pays à perdre tout repère. Moi, je n'accepte pas, et je pense que nous sommes nombreux dans cette salle à être dans cet état d'esprit, que sous prétexte que Internet est un espace de liberté, on puisse, sans régulation de cet espace, y trouver des tweets, y trouver des blogs, y trouver des sites dans lesquels la haine est le vecteur de tout. La haine antisémite, la haine de l'autre, le racisme, la violence, avec les photos, les vidéos qui s'y attachent. Et c'est un combat qu'il faut mener à l'échelle européenne, en lien avec les Américains, pour rappeler les fournisseurs d'accès à Internet à leurs responsabilités éthiques. Parce que sinon, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de principes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de limites, tout peut être transgressé. Et tout ce à quoi nous croyons et qui nous rassemble, par-delà nos différences, dans l'espace commun qu'est la République, peut être mis à mal. Enfin, vous évoquez la sécurisation de Schengen et des frontières de Schengen. C'est précisément le dispositif que nous voulons mettre en place à travers le PNR, Passenger Name Record, qui est destiné à faire en sorte que nous puissions, aux frontières de l'Union européenne et entre nous, échanger des informations dans le strict respect des libertés publiques qui nous permettent ensemble de sécuriser nos aéroports, nos voies de communication et faire en sorte que nous puissions être protégés de ceux qui, d'évidence, présentent un risque pour la sécurité de nos pays. Monsieur Colomba, vous avez une formule juste, vous dites que le terrorisme n'est pas une nouveauté. C'est vrai que le terrorisme n'est pas une nouveauté, mais la forme qu'il prend aujourd'hui est inédite. Nous ne sommes pas du tout confrontés à la même menace,
que celle... Oui, mais celle-ci est particulièrement insidieuse. Et vous avez raison, il y en aura une autre demain parce qu'elle est mutante plus que toutes les autres auparavant. Oui, mais c'est précisément ce que nous essayons de faire. C'est ce que vous avez exprimé dans votre question et la préoccupation du gouvernement et dans les échanges que je peux avoir avec mes homologues européens, une préoccupation de premier plan. Pourquoi ? Parce que nous avons en face de nous des acteurs qui sont dans la dissimulation. J'ai été très frappé là aussi de voir qu'un certain nombre de sites Internet expliquent à nos ressortissants qui basculent la manière dont ils doivent se dissimuler, y compris auprès de leurs parents, pour que le basculement se fasse sans que l'inquiétude dans les familles ne commence à poindre. J'ai reçu les familles de jeunes qui sont partis. C'était à la fois bouleversant et terrifiant et glaçant de voir une mère dont les 2 enfants sont morts en Syrie m'expliquer qu'elle avait vu ses enfants s'engager dans des mouvements radicaux. Elle avait vu apparaître tous les signes de cette radicalité. Quand elle avait manifesté l'inquiétude de ces signes, les enfants l'avaient rassurée, puis les signes avaient disparu pendant quelques semaines. Et les enfants étaient partis. Au moment où la mère commençait à s'apaiser. Et elle a découvert par la suite que les sites en question, qui avaient convaincu ses enfants de partir, étaient des sites qui comprenaient les recommandations de dissimulation qui avaient conduit ses enfants à partir dans l'ignorance de ce qui se préparait pour les parents. Donc on est en face d'une réalité qui est mouvante, mutante, manipulatrice, dissimulatrice, et nous sommes surtout face à une réalité qui conduit des personnes à partir, et lorsqu'elles reviennent, compte tenu de la violence extrême, je ne dirai pas ici ce qui portait à notre connaissance concernant les atrocités qui sont perpétrées, mais on ne peut pas rester indemne après les avoir rencontrées, ces atrocités, sur le site des opérations djihadistes, et quand on revient sur le territoire national, le traumatisme psychologique est tel que bien des choses peuvent se produire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je considère que cette notion de loup solitaire n'a pas de sens, parce que même s'ils agissent seuls à un moment ou à un autre, le traumatisme auquel ils ont été confrontés, qui a fait l'objet de l'organisation de propagande et d'endoctrinement que j'indiquais, lui n'est pas un acte solitaire. Donc nous sommes, et ces ressortissants bien entendu, ils sont sur notre territoire, il faut en avoir conscience. Et par conséquent, sans faire peur, parce qu'on ne résiste pas à ces phénomènes sans garder de la distance et du sang-froid, il faut dire la vérité sur ce risque. Il faut le dire et s'armer pour y faire face. Et nous ne sommes pas face à un phénomène qui ressemble au phénomène que nous avons pu connaître lorsque des risques d'attentats existaient pour notre pays, perpétrés par des gens qui venaient d'ailleurs et qui, après avoir commis ces attentats, repartaient. Nous sommes face à un risque d'une toute autre nature et qui implique une autre organisation de nos méthodes de travail, d'autres formes de coopération européenne, et qui implique que nous ayons conscience de la nature du risque pour faire en sorte que ce risque soit combattu de façon efficace sans remettre en cause les principes de liberté publique qui sont consubstantiels à la démocratie et sur lesquels il n'y a pas de négociation possible, bien entendu. Je voudrais dire un mot aussi en réponse à Esther Benbassa, M. Vial, sur la question de la relation entre la violence radicale et la religion. Ce qui me frappe à mesure que des profils nous sont présentés, c'est que cette violence, elle est engendrée par une ignorance totale de ce que sont les religions. Ce n'est pas la rencontre d'imams radicaux dans les mosquées qui conduit au basculement d'un grand nombre de ceux qui basculent, c'est la violence radicale et la manipulation sectaire par Internet qui se trouve majoritairement à l'origine de ce basculement. Et c'est l'ignorance de ce qu'est la religion qui autorise ce basculement et non pas sa fréquentation. Parce que comme vous l'avez dit très justement, M. Cointat, l'islam de France est tout le contraire de cela. Tout le contraire de cela. Et l'islam en général également. C'est une forme de dévoiement, de déviance, d'instrumentalisation qui conduit à ce basculement. Il y a avant, et je réponds à la question... Oui, bien sûr. Oui, mais Madame la sénatrice, le sénateur Longuet m'a posé la question de savoir quel était le profil psychologique. Et là aussi, je veux dire des choses qui vont peut-être susciter des interrogations, mais je les assume.
beaucoup de ceux qui basculent ont été, avant d'être des radicaux, des délinquants. Ils l'ont été. Petits délinquants, mais délinquants. Petits ou des délinquants. Ils ont été des délinquants. Bon. Et ils basculent à un moment ou à un autre parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux peuvent ne pas voir d'issue après que la délinquance et la récidive les a enquistés dans une forme de relégation et d'échec. C'est possible. Certains également basculent parce que la fréquentation de ces sites d'endoctrinement, de ces blogs de propagande, les conduit à une forme de nihilisme très nouveau, où finalement la mort est presque sacralisée comme une étape vers une vie ultérieure qui leur est présentée comme quelque chose d'absolument nirvanesque au regard de l'existence qu'ils ont. C'est donc une tromperie et une duperie majeure. Mais quelle que soit la cause, rien ne peut excuser. Rien ne peut excuser et rien ne peut expliquer la forme de violence radicale et de crime qui est perpétrée. Rien. Et autant nous devons nous attaquer à tout ce qui peut, de façon préventive, empêcher le basculement, autant nous ne pouvons pas, sous prétexte de la préoccupation préventive, rentrer dans une autre logique qui consisterait, dans l'examen des causes, à trouver quelque excuse que ce soit aux faits qui sont commis tellement ceux-ci sont monstrueux. Et nous devons aussi avoir cette clarté. Parce que si nous n'avons pas cette clarté, nous nous désarmons face au phénomène qui doit être condamné de façon absolue, totale et ferme en raison de la dimension criminelle et monstrueuse qu'il représente. Alors pour répondre à Gérard Longuet, pourquoi d'abord la précision la précision des chiffres, Gérard, sur la question que vous me posiez. Bon, nous avons des ordres de grandeur qu'il faut retenir comme des ordres de grandeur, parce que, oui, ce sont des ordres de grandeur. Ils sont précis dans leur expression parce qu'ils résultent de travail qui est fait par nos propres services et forces de sécurité. Ils sont le résultat de l'agrégation de données qui sont en permanence actualisées. Ils correspondent malgré tout, ces chiffres, à l'ordre de grandeur réel du phénomène sur notre pays, à la fois pour ceux qui sont sur le théâtre des opérations, ceux qui sont sur le chemin de la Syrie, ceux qui sont sur le chemin du retour et ceux qui sont déjà rentrés. Cela mobilise des moyens humains significatifs, et ces moyens humains seront d'ailleurs davantage encore mobilisés dans le cadre de la réforme de la Direction générale de la sécurité intérieure, puisque nous avons prévu de procéder à des recrutements. Et pour ce qui concerne le travail intérieur-extérieur, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur et autres ministères, il y a une approche interministérielle et nos services intérieur-extérieur travaillent de façon remarquable ensemble, selon des modalités sur lesquelles je ne veux pas m'attarder par souci d'efficacité de ce travail. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les choses fonctionnent de façon très efficace et absolument remarquable pour pouvoir permettre à ceux qui sont en situation de responsabilité de prendre les décisions qui doivent être prises. Voilà ce que je voulais dire. Alors, une dernière question a été posée par le Président qui concerne la disposition réglementaire d'application de la LOPSI. Alors, pour ce qui concerne le décret sur la pédopornographie, le travail de rédaction de ce décret se poursuit dans le cadre d'une concertation avec les opérateurs. Vous savez qu'une décision du Conseil constitutionnel avait été prise par laquelle le Conseil constitutionnel, considérant que cette mesure que nous proposions de blocage des sites et d'intervention sur Internet était dictée par des considérations d'ordre public qui justifiaient qu'on indemnisât les opérateurs en raison de la mesure d'ordre public que nous avions prise. Bon, c'est la raison pour laquelle le décret n'est pas sorti, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à sa sortie. Et moi, je souhaite que ce décret, au terme du travail interministériel qui a été engagé, sorte, de manière à ce que nous puissions prendre des dispositions sur les questions que j'ai évoquées aujourd'hui de façon rapide. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous me permettrez une remarque. J'ai un grand respect, comme nous tous, pour le Conseil constitutionnel. Mais j'avoue ne pas très bien comprendre pourquoi il faudrait indemniser des fournisseurs d'accès pour le préjudice qu'ils subissent
du fait qu'il ne touche pas d'argent en diffusant des sites pédopornographiques. C'est une remarque que je me permets de faire. Je pense que vraiment... Non mais vraiment... vraiment... Oui, mais vraiment, il y a là quelque chose qui mérite réflexion. Après tout, cette loi a été votée en 2011. Ça fait déjà 3 années. Elle n'est pas appliquée. Et bien entendu, nous pouvons tout à fait souscrire, en tout cas c'est mon cas, aux dispositions que vous envisagez par rapport aux sites qui font la propagande pour le terrorisme, mais avec l'espérance que cela puisse être appliqué rapidement. Monsieur le ministre, je voulais, au nom de tous nos collègues, vous remercier très sincèrement pour la précision avec laquelle vous avez bien voulu répondre à toutes nos questions, pour les informations que vous nous avez apportées. Et je crois pouvoir dire au nom de mes collègues que vous trouverez au Sénat des interlocuteurs particulièrement disponibles pour cette question qui dépasse bien d'autres questions quant à ses conséquences. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Voilà pour cette audition de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a été auditionné sur la lutte contre le terrorisme par la Commission des lois du Sénat. Une audition qui s'insère dans un contexte particulier avec la toute récente affaire Mehdi Nemmouche, auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Une affaire qui a montré certaines failles dans la lutte contre le terrorisme en France. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour une double audition, celle de Michel Sapin et de Christian Eckert par la Commission des finances du Sénat. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.